Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com, et aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant de Sylvia Plath. Cette poétesse de la transmutation et de la Renaissance, dont l'œuvre incandescente tracera un chemin initiatique à travers les territoires de l'ombre et de la lumière, nous révélant comment la poésie peut devenir un creuset alchimique où va se forger une identité nouvelle depuis les cendres de l'ancien soi. Existe-t-il une voix poétique plus intense, plus déchirante et même plus absolue que celle de Sylvia Plath? En quelques années de création fulgurante, cette jeune femme née en 1932 dans la banlieue de Boston a forgé une œuvre d'une puissance tellurique qui continue de fasciner et de bouleverser des générations de lectrices et de lecteurs. Poétesse du feu intérieur, prêtresse des métamorphoses psychiques, alchimiste du verbe transformant la souffrance en or spirituel, Plath a fait de son existence même un laboratoire où s'accomplissait le grand œuvre. Mourir à soi pour renaître autre, traverser les ténèbres pour accéder à une lumière plus vraie et descendre aux enfers de la psyché pour finalement en ramener les trésors cachés. Eh bien, aujourd'hui, nous allons pénétrer dans cet univers symbolique où la lune va dialoguer avec le soleil, où le blanc de la pureté va côtoyer le rouge du sang vital, et où chaque image va devenir comme un hiéroglyphe d'un mystère intérieur. Alors préparez-vous à découvrir une poétesse visionnaire dont l'œuvre révèle des dimensions ésotériques totalement insoupçonnées. Mais commençons par les origines. Sylvia Plath naît le 27 octobre 1932 à Jamaica Plain, près de Boston. Cette date automnale n'est pas sans signification symbolique, bien sûr. Scorpion, dans le zodiaque occidental, elle porte en elle tous les attributs de ce signe gouverné par Pluton, dieu des enfers et de la transformation profonde. Le scorpion symbolise traditionnellement la mort et la renaissance, le passage par les abîmes pour accéder à la régénération. Toute l'œuvre de Sylvia Plath sera marquée par cette double polarité. Descente et remontée, décomposition et recomposition, mais également dissolution et cristallisation. L'alchimie, cet art mystérieux de la transformation des métaux et de l'âme, trouve en elle une praticienne inconsciente, mais qui va s'avouer redoutablement efficace. Son enfance va basculer brutalement lorsqu'elle va perdre son père à l'âge de 8 ans. Otto Plath, qui était un professeur de biologie spécialisé dans l'étude des abeilles, va mourir des suites du diabète en 1940. Et cette mort paternelle creusera une blessure en elle qui ne se refermera jamais réellement complètement. Dans la symbolique des profondeurs psychiques que Jung a explorées, le père représente le principe d'ordre, d'autorité, de structuration du monde. Sa disparition laissera notre enfant face au chaos, privé de ce pilier qui stabilise l'existence. Mais cette perte, aussi terrible soit-elle, va devenir également la source d'une quête spirituelle. Toute sa vie, Plath tentera de retrouver cette figure paternelle perdue et de dialoguer avec les morts, de franchir le voile qui sépare les vivants des ombres. Cette obsession de la mort et de la communication avec l'au-delà traversera toute son œuvre. Elle ne relève pas d'une morbidité complaisante, mais plutôt d'une authentique interrogation métaphysique. Que deviennent ceux qui nous quittent? Peuvent-ils
encore nous voir et nous entendre? Existe-t-il des passages entre les mondes? Eh bien, ces questions qui hantent l'humanité depuis ses origines, Plath va les poser avec une acuité particulière. Sa poésie deviendra une forme de nécromancie blanche, une invocation des esprits par la magie du verbe. Et chaque poème dédié aux disparus fonctionne comme une forme de rituel conjuratoire, une tentative de maintenir vivant le lien avec ceux qui sont partis. Mais on s'éloigne un petit peu ici et revenons à son parcours. Elle a été une brillante étudiante. Plath obtient une bourse pour Smith College, une institution prestigieuse de la Nouvelle-Angleterre, et elle y excelle, remportant prix et distinctions. Elle publiera ses premiers poèmes dans des revues littéraires. Absolument tout semble lui sourire. Pourtant, sous cette façade de réussite parfaite, eh bien, quelque chose va se fissurer. En 1953, elle tente de mettre fin à ses jours en absorbant des somnifères et en se cachant sous sa maison. Elle va survivre, miraculeusement, après 3 jours d'inconscience. Et cet épisode traumatique donnera naissance à son unique roman, The Bell Jar, publié en 1963, peu avant sa mort. Cette tentative de suicide peut être comprise dans une perspective initiatique, comme une mort symbolique manquée. Les traditions ésotériques enseignent que le véritable initié doit mourir à son ancien moi afin de renaître transformé. Mais cette mort doit être symbolique, rituelle, contrôlée. La tentation de la mort littérale court-circuite le processus initiatique. Plath survivra à cette crise, mais elle en gardera une marque indélébile. Quelque chose en elle est mort ce jour-là, quelque chose d'autre, de plus dur, de plus lucide, est né. Après sa guérison, elle part étudier à Cambridge, grâce à une bourse Fulbright. C'est là qu'elle rencontre Ted Hughes, en 1956, lors d'une fête littéraire. Leur rencontre possède tous les caractères d'un coup de foudre cosmique, d'une collision d'âmes qui était destinée à se croiser. Hughes, poète anglais déjà reconnu, incarne tout ce que Plath admire. La puissance tellurique, la connexion aux forces primitives de la nature, la virilité créatrice. Ils se marient quelques mois après leur rencontre. En juin 1956, scellant une union qui sera aussi passionnelle que destructrice. Dans la dynamique alchimique du couple, Hughes représente le soufre, principe masculin, solaire, actif. Et Plath, quant à elle, va incarner le mercure, un principe féminin, lunaire, réceptif. Leur mariage devait accomplir les noces chimiques, cette union des contraires qui produit la pierre philosophale. Pendant quelques années, l'alchimie fonctionne. Ils s'inspirent mutuellement, se stimulent, créent une œuvre commune même d'ailleurs. Plath donne naissance à 2 enfants. Frida, en 1960, et Nicolas, en 1962. La maternité devient pour elle expérience initiatique majeure, descente dans les mystères de la chair et du sang, participation au pouvoir créateur de la grande déesse. Car Plath, sans le formuler explicitement, se rattache à la tradition de la déesse mère, cette divinité féminine préhistorique qui gouvernait les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans son imaginaire poétique, les figures féminines archétypales abondent. La lune, astre féminin par excellence, règne sur son univers symbolique. Changeante, mystérieuse, gouvernant les marées et les menstruations, la lune représente le principe féminin dans toute sa complexité. Elle n'est
jamais simplement douce ou bienveillante, elle peut être terrible, dévorante et mortifère. Et cette ambivalence fondamentale de la féminité, eh bien, notre culture patriarcale l'a longtemps refoulée, préférant l'image rassurante de la femme douce et soumise. Plath restaure la féminité dans sa totalité, incluant ses aspects sombres et dangereux. Son poème « La lune et l'if », composé en 1961, explore magnifiquement cette thématique. La lune y devient figure maternelle toute puissante, mais aussi force de dissolution et de folie. L'if, l'arbre traditionnellement associé à la mort et au cimetière dans la culture celtique, dialogue avec l'astre nocturne. Ces deux symboles mortifères tissent une danse macabre qui fascine autant qu'elle peut effrayer. Plath ne détourne pas le regard de ces zones d'ombre. Au contraire, elle les fixe intensément, sachant que c'est dans l'obscurité que se cachent les plus grands enseignements. Cette acceptation de l'ombre rejoint la psychologie des profondeurs développée par Jung, dont je parlais tout à l'heure. Selon lui, nous possédons tous une ombre, cette part de nous-mêmes eh bien, que nous refusons de reconnaître, que nous projetons finalement sur les autres. L'intégration de l'ombre constitue une étape cruciale du processus d'individuation, ce chemin vers la totalité psychique. Plath accomplit poétiquement ce travail d'intégration. Elle donne voix à ses démons, forme à ses terreurs, substance à ses angoisses, en les exprimant, en les matérialisant dans le langage. Elle les apprivoise partiellement, les transforme en matériaux artistiques. Mais l'alchimie du couple ne tiendra pas. En 1962, Plath découvre que Hugues la trompe avec Assia Weevil. Cette trahison la plonge dans un gouffre de douleur. Le couple se sépare. Hugues quitte le domicile conjugal, laissant Plath seul, avec les deux enfants, dans une ferme isolée du Devon. Cette rupture va déclencher paradoxalement la période de création la plus fulgurante de son existence. Entre septembre 1962 et février 1963, elle compose les poèmes qui constitueront le recueil Ariel, son chef-d'œuvre absolu. Ces poèmes sont écrits dans un état de transe créatrice, aux premières heures du jour, avant le réveil des enfants. Plath se lève à 4 heures du matin, dans le froid glacial de l'hiver anglais, et écrit comme possédé. Les mots coulent avec une fluidité terrifiante, comme si une source souterraine s'était enfin ouverte. Cette expérience ressemble à ce que les alchimistes appelaient la rubedo, l'œuvre au rouge, phase finale de la transmutation où la matière purifiée atteint sa perfection. Après l'œuvre au noir, le nigredo, de la dépression et de la séparation après l'œuvre au blanc, l'albedo, de la purification par la souffrance, eh bien, survient enfin l'œuvre au rouge, le couronnement de l'ensemble du processus. Les poèmes d'Ariel possèdent une incandescence unique dans la poésie du XXe siècle. Je pense que vous en conviendrez. Ils brûlent d'un feu intérieur qui consume toutes les scories, toutes les conventions, tous les mensonges. La langue devient une lave en fusion, une forme de coulée ardente qui détruit et va créer simultanément. Les images se succèdent à une vitesse vertigineuse, créant un effet kaléidoscopique, une multiplication des perspectives. Les couleurs symboliques structurent cet univers, le blanc de la pureté mortifère et le rouge du sang vital, le noir de la terre et de la nuit. Cette triade chromatique correspond aux 3 phases de l'œuvre alchimique
mais aussi aux 3 aspects de la déesse. La Vierge blanche, la Mère rouge, la Vieille noire. Explorons maintenant la dimension proprement visionnaire de cette poésie. Car Plath ne se contente pas de décrire ses états d'âme ou d'exprimer ses souffrances, elle accède à des états de conscience modifiés où la frontière entre intérieur et extérieur se dissout. Le paysage extérieur devient projection de son paysage intérieur. Les objets quotidiens se chargent d'une forme de puissance magique. Un miroir n'est plus une simple surface réfléchissante, mais devient un portail vers un autre monde. Des tulipes, dans un vase d'hôpital, deviennent des formes de créatures vivantes, presque menaçantes, qui pulsent d'une vie trop intense pour la patiente épuisée. Cette animisation du monde inanimé, cette projection d'intériorité vers l'extériorité, caractérise la pensée magique primitive. L'anthropologue Lévi-Brühl parlait de participation mystique pour désigner cette fusion entre sujet et objet typique des sociétés traditionnelles. Plath retrouve spontanément ce mode de conscience archaïque, non par régression infantile, mais plutôt par approfondissement jusqu'aux couches les plus anciennes de la psyché. Elle dialogue avec les forces élémentaires qui précèdent la séparation cartésienne entre l'esprit et la matière. Et cette plongée dans l'archaïque psychique comporte des dangers réels. On ne descend pas impunément dans les profondeurs. Les puissances qu'on y rencontre peuvent submerger la conscience ordinaire, dissoudre définitivement les structures du moi. C'est ce qui se produira tragiquement en février 1963. Plath, épuisé par les mois de création intense, isolé dans son appartement londonien durant l'un des hivers les plus rigoureux du siècle, va sombrer dans une dépression profonde. Le 11 février 1963, elle se donne la mort en inhalant du gaz. Elle a 30 ans. Cette fin tragique ne doit pourtant pas occulter la dimension spirituelle de son œuvre. Plath n'était pas simplement une femme malheureuse écrivant pour exorciser ses démons. Elle était une authentique voyante, au sens rimbaldien du terme. Quelqu'un qui accède à des vérités cachées au commun des mortels. Ses poèmes possèdent une dimension oraculaire, prophétique. Ils disent ce qui ne peut être dit autrement et révélant ce que le langage ordinaire échoue très souvent à formuler. Prenons l'exemple de son travail sur la métamorphose. Thème obsédant de sa poésie. La métamorphose renvoie aux mythologies anciennes où les dieux transformaient les humains en arbres, en sources, en oiseaux. Ovide, dans ses métamorphoses, avait répertorié ces transmutations fabuleuses. Mais chez Plath, la métamorphose n'est pas simplement un motif littéraire emprunté à la mythologie. Ces expériences vécues, forme de réalité psychique intense, elle sent devenir autre, changer de peau, muer comme un serpent. Et cette instabilité identitaire, qui pourrait être vécue comme une torture, devient pour elle un matériau poétique extraordinairement riche. La figure de la Renaissance par le feu traverse également l'ensemble de son œuvre. Dans plusieurs poèmes, elle évoque le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Cette image n'est pas gratuite. Elle correspond à une expérience psychologique réelle. Après chaque dépression, après chaque descente aux enfers, Plath se reconstruit, se réinvente et émerge comme transformée. Cette capacité de régénération, même si elle connaîtra bien sûr des limites, témoigne d'une vitalité extraordinaire. Le feu qui consume devient feu qui purifie, feu qui régénère. L'alchimiste soumet sa matière première au feu pour la purifier. Et de même, Sylvia Plath
soumettra son être entier aux flammes de l'expérience extrême pour en extraire la quintessence de sa poésie. Abordons maintenant la dimension féministe de son œuvre, inséparable de sa dimension spirituelle. Sylvia Plath écrit à une époque où les femmes américaines de la classe moyenne sont enfermées dans le rôle d'épouse et de mère au foyer. La société des années 50 exige des femmes qu'elles se conforment à un idéal domestique étouffant, être belle, souriante, dévouée, effacée. Betty Friedan, dans La femme mystifiée, publiée en 1963, dénoncera ce malaise sans nom qui ronge les femmes américaines. Plath ressent viscéralement cette aliénation. Elle veut être poète, créatrice, individu à part entière, et pas simplement un appendice de son mari. Cette revendication d'autonomie créatrice s'enracine dans une intuition spirituelle profonde. La femme possède une puissance créatrice qui ne se limite pas à la procréation biologique. Elle peut enfanter des œuvres, des idées et des visions. Et cette créativité spirituelle a été longtemps déniée par les cultures patriarcales qui réservaient aux hommes le monopole de la création intellectuelle et artistique. En affirmant sa vocation poétique, Sylvia Plath participe à une révolution bien plus vaste, celle qui restaure à la féminité sa dimension créatrice intégrale. Cette dimension s'exprime magnifiquement dans ses poèmes sur la maternité. Loin des clichés sentimentaux, elle montre la maternité dans toute sa complexité. Une joie immense, mais aussi une aliénation. Un amour infini, mais aussi un profond épuisement. Une plénitude, mais aussi une dépossession de soi. Et les femmes qui m'écoutent, je pense, ne me contrediront pas. La mère n'est pas simplement une douce nourrice. Elle est aussi une prêtresse, présidant au mystère de la vie et de la mort. Elle est une médiatrice entre le néant et l'être, celle par qui l'invisible va se faire chair. Cette vision de la maternité rejoint les cultes antiques de la Grande Mère. À Éleusis, en Grèce, se célébraient les mystères de Déméter et de Perséphone, mère et fille incarnant le cycle des saisons, de la mort hivernale et de la renaissance printanière. Les initiés y apprenaient que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une transformation, et que la graine doit pourrir en terre pour produire l'épi. Sylvia Plath, sans avoir été formellement initiée à ces mystères, en retrouve intuitivement la sagesse. Ses poèmes sur la naissance, la lactation, la relation mère-enfant possèdent une dimension hiératique, sacrée. Observons également comment elle utilise les symboles des éléments. La terre, élément maternel par excellence, apparaît sous forme de sol fertile, mais aussi de tombe. L'eau surgit comme océan primordial, liquide amniotique, mais aussi comme flot qui submerge et noie. Le feu brûle, consume, mais également purifie et régénère. L'air devient souffle vital, mais aussi tempête destructrice. Ces quatre éléments de la cosmologie traditionnelle structurent son imaginaire poétique. Elle ne les utilise pas comme des simples métaphores décoratives, mais plutôt comme des forces vivantes avec lesquelles elle dialogue. Et cette sensibilité aux éléments, eh bien, la rapproche, je vous le disais tout à l'heure, des traditions animistes et même, je dirais, chamaniques. Le chaman voyage entre les mondes, communique avec les esprits et guérit par sa connaissance des forces invisibles. Sans être chaman au sens strict du terme, Sylvia Plath possède quelque chose de cette capacité à franchir les frontières et à accéder aux dimensions cachées du réel. Sa poésie devient voyage extatique, exploration de territoires où la conscience ordinaire ne pénètre pas.
Et cette dimension visionnaire culmine dans les tout derniers poèmes, ceux écrits dans les semaines précédant sa mort. Il possède une intensité incandescente, une forme de clarté terrible. Tout artifice a disparu. Le verbe atteint une pureté cristalline. Chaque mot porte son poids maximum de sens et d'émotion. On sent que la poète ne triche plus, ne se protège plus derrière aucun masque. Elle dit la vérité nue, même si elle est insoutenable. Et cette authenticité absolue fait de ces textes des documents humains bouleversants, mais aussi des accomplissements esthétiques tout à fait remarquables. L'influence de Plath sur la poésie contemporaine demeure, à mon sens, considérable. Elle a ouvert la voie à une expression poétique féminine qui refuse l'édulcoration, qui ose dire la violence, la colère, le désir, la fureur. Les poétesses qui suivront, d'Anne Sexton à Adrienne Rich, ou encore d'Audre Lorde à Sharon Olds, reconnaîtront leur dette envers celle qui, la première, a osé tout dire. Cette libération de la parole féminine possède une portée qui dépasse le domaine littéraire. Elle participe d'un mouvement plus vaste de réappropriation par les femmes de leur propre voix, de leur propre vision, de leur propre puissance. Mais l'héritage de Plath ne va pas se limiter non plus qu'au féminisme. Elle a également profondément influencé la poésie confessionnelle, ce courant qui fait de l'expérience personnelle même, la plus intime et la plus douloureuse, un matériau poétique. Avant elle, on considérait qu'une certaine pudeur, une certaine distance devait être maintenue entre la vie de l'auteur et son œuvre. Eh bien, Plath va pulvériser cette séparation. Elle fait de sa vie même le sujet de sa poésie, sans phare ni censure. Et cette audace a libéré des générations de poètes qui ont osé à leur tour parler d'eux-mêmes sans honte ni retenue. Évoquons maintenant le rôle finalement complexe de Ted Hughes dans la postérité de Plath. En tant qu'exécuteur littéraire de sa succession, il a contrôlé la publication de ses œuvres posthumes, suscitant bien sûr des controverses. Certains l'ont accusé d'avoir censuré ou modifié des textes, de s'être approprié indûment la mémoire de Plath. Et cette polémique révèle la difficulté de séparer l'œuvre de la biographie, la création de la vie personnelle. Hughes lui-même, dans Birthday Letters, publié en 1998, reviendra sur leur relation dans une série de poèmes où il livre enfin sa version des événements. Ce dialogue posthume entre deux poètes majeurs constitue un cas unique dans l'histoire littéraire. Au-delà des querelles biographiques, ce qui demeure, c'est la puissance de l'œuvre elle-même. Les poèmes de Plath continuent de parler aux nouvelles générations parce qu'ils touchent à quelque chose d'universel et de totalement intemporel. La souffrance qu'elle exprime n'est pas seulement la sienne, c'est celle de tout être humain confronté à sa finitude et à sa solitude, à l'énigme de sa propre existence. La quête qu'elle mènera n'est pas simplement une quête personnelle. C'est la quête de tout chercheur de vérité qui refuse les consolations faciles et les mensonges rassurants. Cette dimension universelle de son œuvre explique pourquoi elle continue d'être lue et étudiée plus de 60 ans, maintenant, après sa mort. Eh bien, ces poèmes n'ont pas vieilli. Ils conservent leur fraîcheur, leur actualité, leur capacité à nous bouleverser. Et en les lisant, nous reconnaissons nos propres blessures, finalement, et nos propres combats. Cette reconnaissance crée un lien par-delà le temps et l'espace, une forme de fraternité dans la quête du sens et de la beauté. Je terminerai en évoquant ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui de Sylvia Plath. D'abord, le courage de regarder en face nos propres ténèbres
Notre époque valorise le bonheur obligatoire, l'optimisme forcené, le déni de tout ce qui fait mal. Eh bien, Plath nous rappelle qu'une vie authentique exige d'accepter également la souffrance, le doute, l'angoisse. Ces expériences négatives ne sont pas à fuir, mais bien à traverser, car elles recèlent des trésors de connaissances et même de beauté. Ensuite, l'exigence d'authenticité dans l'expression. Nous sommes dans un monde qui est saturé de communication superficielle et je pense qu'il a cruellement besoin de paroles vraies qui viennent des profondeurs et touchent aux profondeurs. Plath nous montre qu'une telle parole est possible, qu'elle peut surgir même des situations les plus désespérées. Enfin, la loi en la puissance transformatrice de l'art. La poésie n'est pas un simple divertissement ou une décoration. J'insiste et je le dis à moult reprises sur tous les épisodes de Voix poétique. Elle est une alchimie véritable, une transmutation du plomb de l'existence en or spirituel. Elle possède le pouvoir de nous transformer, le pouvoir de nous élever, celui de nous révéler à nous-mêmes. Et cette confiance dans la poésie comme voie de connaissance et de salut va traverser toute l'œuvre de Plath. En conclusion de cet épisode, je voudrais vous inviter à découvrir par vous-même cette œuvre extraordinaire. Je ne peux malheureusement pas reproduire intégralement ces poèmes qui demeurent protégés par le droit d'auteur, mais je vous encourage vivement à vous procurer le recueil Ariel dans sa traduction française, ou mieux encore en version originale si vous savez lire l'anglais. Recherchez particulièrement les poèmes Lady Lazarus, Daddy, Tulips, Edge et Ariel, qui comptent parmi les plus puissants de la langue anglaise du XXe siècle. Laissez-vous emporté par le torrent de ces images incandescentes, par le rythme halluciné de ces vers, par la violence maîtrisée de cette langue qui brûle et console à la fois, et vous y découvrirez une voix unique, inimitable, qui vous parlera au plus profond de vous-même. Car c'est là le miracle de la voix poétique, de la vraie poésie. Elle dit ce que nous n'osions formuler, elle nomme ce qui nous habitait sans nom et elle illumine les zones d'ombre que nous craignons d'explorer. Sylvia Plath nous a légué bien plus qu'une œuvre littéraire. Elle nous a offert le témoignage d'une âme qui a osé aller jusqu'au bout de sa quête et qui a refusé tous les compromis, qui a brûlé de tous ses feux jusqu'à se consumer. Et cette trajectoire fulgurante, aussi tragique soit-elle, eh bien, possède une beauté et une grandeur qui continuent encore aujourd'hui de nous inspirer. Elle nous rappelle que nous sommes tous des alchimistes poétiques en puissance, capables de transformer nos plombs en or, nous aussi, et nos ténèbres en lumière, nos blessures en sagesse. Alors puisse l'exemple de Sylvia Plath eh bien, vous encourager dans vos propres cheminements créatifs et spirituels. Puissiez-vous trouver en vous ce courage de l'authenticité, cette exigence de vérité, cette foi en la puissance transformatrice de l'art. Et puisse également la lecture de ces poèmes vous révéler des dimensions de vous-même que vous ne soupçonniez pas, vous ouvrir des portes vers des mondes intérieurs encore insoupçonnés et vous accompagner dans vos propres métamorphoses. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.